Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo à travers laquelle je vous ferai revivre les moments de cette histoire, de cette civilisation, la civilisation romaine. Elle se départage en trois périodes. Nous avons dans un premier temps la monarchie romaine qui débutera en 753 pour s'arrêter en 509. Reprise par la suite par une république, celle qui commencera donc en moins 509 avant notre ère jusqu'en moins 27. Et de là maintenant nous avons l'Empire romain qui lui ne va plus s'arrêter jusqu'en 1453. L'Empire romain c'est avant tout un empire de principats et de dominats. Dès moins 27 jusqu'à 285, nous allons avoir affaire aux principats avec ses législations, avec ses constitutions, des consuls mis en place, des censeurs, des préfets du prétoire, ainsi qu'autres légats, autres conciles, pour ensuite voir le dominat. Le dominat, c'est l'expansion donc de sa politique, ainsi que la romanisation des provinces. Et ce dominat apparaîtra jusqu'en 476. Et la première partie, nous la réserverons à l'Empire d'Occident, qui sera sous gouvernement de Rome. Et la seconde partie, à partir de 376, nous allons avoir jusqu'en 1453 l'Empire d'Orient, qui lui sera basé à Byzance, ainsi que Constantinople. Pour en revenir aux racines de Rome, sachez que Rome, tout d'abord, c'est une femme nommée Aria Silvia, qui est la femme d'un roi Luminator. Cette femme mettra au monde des jumeaux. Ils seront détestés par l'oncle, qui sera l'oncle paternel, qui sera amené à vouloir les tuer, de par crainte qu'ils un jour succèdent à leur père. De ce fait, la mère donc les éloignera du royaume, et ainsi, selon la légende, une louve recueillera ses jumeaux et les allaitera jusqu'à ce qu'ils soient sevrés par cette louve. Et plus tard, en grandissant, atteint la vingtaine, ces jumeaux se mettront en tête de construire une ville à travers les sept collines. Et ces sept collines laisseront paraître une ville nommée Rome. Et pourquoi Rome? Parce que l'un des deux jumeaux, au moment où viendra la décision de qui dirigera cette ville, ils se s'entretuèrent. Du moins, Romulus tua son frère Rémus, et c'est de ce fait que Rome prit le nom de Romulus. Des tribus vivaient en ces lieux, et parmi ces tribus, il y avait le roi de Sabine et les rois des Étrusques. Et de ce fait, le roi suivant fut Romulus. Romulus prit de ces tribus, donc la plus puissante, les Étrusques, qui eux-mêmes gardèrent une civilisation ancestrale, une civilisation vraiment très prisée en son temps, qui inspira beaucoup la civilisation romaine, de par leur bas-relief ainsi que des chambres mortuaires souterraines. Nous avons vraiment une idée, et d'autres vestiges, nous avons une idée de la qualité de vie de cette civilisation. La monarchie donc qui est instaurée, et là, tyran après tyran, les rois qui succéderont à Romulus seront des rois, tout comme la bâtisse de ses fondations, nous l'avons vu, fondée à travers le meurtre, déjà dans un premier temps, le meurtre de son propre frère. Et par la suite, donc, l'idée de cette nouvelle ville, ce sera de proposer aux tribus voisines d'apporter le maximum de femmes lors de festivités, et eux, par la suite, kidnapperont ces femmes et en feront leurs propres femmes. Voilà comment naquit Rome. Nous allons avoir donc en 509, en moins 509, l'apparition de la République romaine. Celle-ci donc sera constituée de deux consuls qui eux rédigeront les lois, et voteront les lois, et voteront en place des sénateurs. Et chaque année, il y aura une élection de sénateurs, et il y aura un collège de différents représentants. Et par la suite de ceci, il y aura deux catégories. Donc d'un côté, nous avons les plébéiens. Les plébéiens, c'est la classe, c'est la tribune de paysans tels que les agriculteurs, les commerçants ainsi que les artisans. Et de l'autre part, nous avons aussi la tribune des praticiens. Les praticiens, c'est la classe aristocratique, telle que l'élite, les plus nobles, les plus aisés. Nous avons Cicéron qui apparaît en cette période-ci, Cicéron juriste et orateur.
Et plus tard, en moins 100, nous allons voir la naissance de Jules César. Jules César, c'est avant tout, c'est Julius Callius César, Césarius, qui est un descendant d'une dynastie, d'une famille noble. Cette famille, c'est la famille Julio-Claudienne. Et c'est pour ceci que les premiers empereurs, Jules César lui-même n'était pas empereur, mais s'auto-proclamera empereur, ce qui gênera beaucoup le Sénat, parce que lui, plus tard, en tant que général, il vaincra tout le temps ses ennemis. À lui seul, la superficie de l'Empire romain doublera. Pour vous dire qu'il aura vraiment répandu, il aura romanisé vraiment toutes les provinces, l'Hispanie, la Gaule, et même pour vous dire, même les Germains qui étaient reclus derrière le Rhin, qui craignaient rien, parce que le fleuve du Rhin, un fleuve avec un courant énorme, une largeur de 400 mètres, eux se sentaient à l'abri des Romains. Sauf que César, arrivé aux berges, au rivage de ce fleuve, lui et ses 8 légions, ainsi que ses 40 000 hommes, décidèrent de ne pas se laisser attendrir par ce fleuve et construisirent sur place un pont. Un pont avec des pilotis en biais, vous imaginez, hein, pour contrer la force du courant. Et en 10 jours, le pont était achevé. Un pont vraiment avec un manteau de rondins. Et ceci vraiment fait à une vitesse impressionnante. Et vraiment une technologie, hein, là encore, on voit une prouesse technique hors du commun. Rien n'échappait aux ambitions de ce César qui était non seulement un orateur hors pair, il arrivait à convaincre qu'il entendait parler. D'abord, pour commencer, César, au temps de Sylla, lorsqu'il décida de s'exiler au niveau de la Bithynie, au niveau de l'actuelle Turquie, c'est de l'Asie mineure, en Anatolie, il fut capturé, son bateau fut saisi par des pirates, et alors qu'il s'apprêtait à rentrer à Rome à ce moment-ci. Et lorsque les pirates réclamaient une rançon de 20 talents, lui dit: comment 20 talents, c'est tout ce que je vaux? Il avait déjà une conscience de la personne qu'il était. Et il dit: pourquoi pas 50 talents? Et là, les pirates: ah bah si tu le veux ainsi. Et là, il se mit à faire un discours, à faire l'orateur, à faire rire l'assemblée, hein, et tout en leur promettant de les crucifier un jour. C'est ce qui se fera par la suite. Ainsi était Jules César. Jules César, par la suite, donc ce général, ayant traversé le Rhin avec ses 40 000 hommes et étant parvenu de l'autre côté du rivage, les Germains n'en revenaient pas. Les Germains, c'était non seulement les Allemands, mais la Belgique, la Suisse, ainsi que la Germanie. Donc voici ces peuples qui étaient reclus derrière le Rhin et qui ne craignaient pas pour eux du fait qu'ils étaient... ils étaient à l'abri de toute romanisation à ce moment-ci, avant que ne vienne cet exploit. Et surpris par cette fougue, hein, par cette détermination de César, ils fuirent. Et là, durant 10 jours, César et son armée se mirent à explorer toutes ces terres ennemies sans n'y trouver personne, hein. Tous s'étaient enfuis. Et donc, il rebroussa chemin et décida de casser derrière lui, de détruire ce pont. Ce pont éphémère, ce pont vraiment d'une solidité et d'un travail, hein, d'un travail impressionnant, comme je vous l'ai dit, hein, en termes de construction, des pilotis enfoncés sous terre, à travers des coffrages sous le lit du fleuve, dans des coffrages de bois qui dépassaient de 10 mètres de haut. Enfin voilà, quelque chose de faramineux. Pour en revenir maintenant à la fin de César, lui, donc à la bataille d'Alésia, il y a Vercingétorix, hein, et nous savons qu'Alésia, donc reclus dans un siège de plus en plus serré, Vercingétorix et toute sa famille vont être affamés jusqu'à capituler, mais avant ceci, il y aura eu aussi le renfort. Vercingétorix étant roi des Gaules. La Gaule, c'est pas simplement la France, hein, la Gaule, c'est les Gaulois à ce moment-ci. C'est la France, la Belgique, enfin les Helvètes et bon nombre d'autres tribus. Et donc il y a eu le renfort d'autres Gaulois, et là à ce moment-ci, Jules César fut surpris, ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de réservistes. Pour en revenir maintenant à la fin malheureuse, tragique, n'oublions pas que César n'était pas empereur, mais était tout de même un tyran, hein, il fut élu consul, mais pour rivaliser avec les consuls, César décida d'embaucher
faire un triumvirat, c'est-à-dire un triumvirat, c'est un trio entre lui, Crassus et Pompée. Ce sont deux vice-consuls qui avaient des compétences. Crassus qui était riche, ne pas confondre avec Crésus, et Pompée, lui, qui avait la stratégie militaire, c'était un stratège, et donc à eux trois, ils faisaient de l'ombre au Sénat. Les sénateurs ne voyaient pas de bon oeil l'ascension fulgurante de Jules César. Pompée, lui, César lui donnera pour épouse sa sœur Julia, et Pompée était fou amoureux de cette jeune fille, au point il lui faisait découvrir le monde. Hein, et au moment où elle allait mettre au monde leur enfant, elle meurt à l'accouchement, et 2 jours après, son enfant meurt. Alors Pompée, il était dans tous ses états, et par la suite, elle a coupé les liens avec Jules César, et dire que pendant que Jules César, lui, avait compris que le chemin de Rome, le chemin qui mène à l'ascension, hein, au plus haut, en haut de l'affiche, c'était se jouer à travers les batailles dans les contrées lointaines. Parce que les Romains, lorsqu'ils partaient, lorsque vous avez des légions comme ça, des cohortes qui quittaient Rome, c'était pour apporter énormément de vivres, énormément de richesses, et de romaniser donc sur leur chemin. Donc on construisait, vous aviez par exemple la Via Appia, qui est une route. Vous savez, ils construisaient des routes, c'était magnifique. Hein. Ils creusaient comme des fossés comme ça. Ils mettaient de la chaux, différents types de bitume, de béton. Ensuite, tout ceci avec des morceaux de pierre, des pavés, et encore un revêtement dessus par-dessus de chaux et autres mortiers. Et tout ça recourbé afin que l'eau des pluies puisse couler sur les côtés. Il y avait ça. Rome, c'était aussi des égouts. Les égouts, on avait la Cloaca Maxima. Cloaca Maxima, c'est un égout qui parcourait partout dans Rome. Hein. Et enfin, voilà, des talents, l'ingénierie civile. Suite à Jules César, donc à son retour, Pompée fuit en Grèce. Après la Grèce, il fuit, et donc à ce moment-là, Jules César envoie une armée. Ces armées, toujours des guerriers vaillants, hein, qui arrivent à débattre, à battre l'armée de Pompée. Hein, alors, moins nombreuse pourtant, mais arrive à battre tout de même l'armée de Pompée. Pompée lui fuit par la suite en Égypte, et là, en Alexandrie, bah, lorsque Jules César se rend en Alexandrie là, à travers son navire, ce qui se passe à ce moment-ci, c'est que le Ptolémée XIII, le petit roi, le petit pharaon qui n'avait que 10 ans, apporta la tête de Pompée à Jules César. C'est par la suite que Jules César rencontrera Cléopâtre, qui est la sœur de Ptolémée XIII. Donc, ils étaient sœurs et mari et femme. C'était quelque chose de très spécial à l'époque, les pharaons, les Ptolémées. Ptolémée, sachez qu'à la base, ce ne sont pas des Égyptiens, ils viennent vous avez ils viennent d'Asie mineure aussi, ils viennent d'Anatolie. Ce sont les diadoques d'Alexandre le Grand, que nous verrons dans une prochaine vidéo. Les diadoques, donc vous avez les Lagides, vous avez les Ptolémées, les Séleucides. Voilà, ce sont les généraux, les 4 généraux d'Alexandre le Grand à sa mort. Hein. Alexandre le Grand mourra en moins 323, mais qu'à l'âge de 33 ans. Et ces 4 généraux donneront part à des empires, à des dynasties après. Donc, à la suite de ceci, elle arrive à surprendre Jules César en entrant dans sa chambre par un endroit insolite, hein, à travers un tapis enroulé. Donc voilà comme son apparition auprès de Jules César. C'est là qu'ils se rencontrent, c'est là qu'ils tombent amoureux. Et quoi encore, vous avez par la suite, donc plus tard, Jules César, en tant que sénateur, dans sa toge, en plein milieu du Sénat, se fait poignarder par des proches à lui. Mais comme je vous l'ai dit, hein, les sénateurs enviaient César parce qu'il s'accaparait les pouvoirs de tous en une seule personne, et ce qui donnera par la suite le nom des empereurs et Kaiser. Donc César sera l'empereur, l'impérator. C'est lui qui décidera, ce sera le pontife, ce sera le préfet des mœurs, ce sera le chef des armées.
hein. Ce sera toutes ces choses en une seule personne. Et ça ne plaisait pas au Sénat, qui perdront à ce moment-là tous les pouvoirs, qui seront soumis. C'est-à-dire que ce sera encore à César, au Kaiser, de promulguer les lois et de poser un veto sur les lois qui lui déplaisent. Et c'est ainsi qu'il fut assassiné de 27 coups de couteau. Et Cassius et Brutus se feront pourchasser par Marc-Antoine ainsi que par Auguste Octave, qui sera le fils adoptif de Jules César. Parce que Marc-Antoine, lui, était le bras droit de Jules César durant tous les combats. Il était là à tous les combats, à toutes les expéditions. Seulement, il n'en revenait pas de voir que dans son testament, Jules César aura choisi autre que lui, donc son neveu adoptif que personne ne connaissait, car il vivait en Bithynie, pareil en Anatolie. Et il n'avait que 16 ans lorsqu'il arriva à Rome. Il comprenait rien du tout, il était encore chétif, il était paumé. Et il s'agit là de Octave, qui sera renommé Auguste, un nom qu'on donne aux dieux romains. Et qui fera un grand empereur, le premier empereur. Donc, ainsi, il va gouverner, il va régner jusqu'à ce que vienne après lui l'empereur Tibère, qui a 55 ans prend la relève. Tibère, un vieux monsieur, est détesté des sénateurs, qui lui est plutôt réservé. Hein. Il va se renfermer au haut de son rocher se trouvant à l'île de Capri. Ce rocher au-dessus d'une grande falaise. Hein. Et comme nous le disions auparavant, le monde de ces empereurs était constamment pris de barbarie, de festivités. Et ça, ça poussait vraiment à la barbarie, à la sauvagerie. Impressionnant. Hein. Il y avait des orgies, lui était le roi des orgies d'ailleurs, ce fameux Tibère, car il n'y a pas un soir où il n'y avait pas d'orgie parmi ses 14 palais, en haut de sa falaise, sa montagne. Et il fera ramener auprès de lui un certain jeune Caligula, qui lui est le fils de Germanicus, qui était un général lui aussi aimé et chéri des soldats qui étaient dans les camps, qui étaient en expédition, et qui en avaient après les sénateurs, qui en avaient ras-le-bol après ces élites qui ne leur donnaient pas leurs droits, qui ne se rendaient pas compte des souffrances dans lesquelles ces gens vivaient face aux intempéries, pas seulement, face aux difficultés sur le terrain, le bourbier sur les terrains. Les barbares, ils n'étaient certainement pas équipés, ils étaient équipés de peau, de fourrure, mais eux avaient des techniques à travers les marécages, à travers les forêts, parce que la Gaule, c'était ça, c'était beaucoup de forêts, beaucoup de bois. Et c'était pas évident pour les armées romaines de, bah, de s'insérer dans ces endroits-ci. Donc, c'est ainsi que leur coqueluche, lorsque Germanicus entrait dans les camps, allait rendre visite aux soldats, il était venu avec sa femme et son fils étant Caligula, c'était la mascotte, le chouchou. Caligula vient de Petite Sandale. Par la suite, nous aurons aussi, après Caligula, nous allons avoir Claude le Bègue. Claude, ce sera un empereur, lui, comme Caligula se fera tuer par l'armée prétorienne, l'armée impériale, excusez-moi, la garde républicaine, la garde prétorienne. Il se fera tuer par un certain dénommé Cassius Caera, et c'est à la suite de ceci qu'on élira sans hésiter une personne atypique. Ce sera Claude le Bègue. Claude le Bègue, ce sera donc une personne handicapée qui est tout le temps en train de baver et qui bégaye à tout mot, et pourtant deviendra empereur, et un très grand empereur. En une dizaine d'années de règne, il fera ses preuves. Et sa renommée apparaîtra dès lors où justement la Bretagne, l'actuelle Angleterre, qui n'était pas encore à ce moment-ci romanisée, en son temps à lui, les armées feront le nécessaire et finiront par arriver à bout des Icènes ainsi que des Triovinte. Et c'est ainsi que on l'en fera appeler à l'empereur pour qu'il se déplace. Et à son arrivée en Angleterre, l'empereur sera bien sûr acclamé, sera comme il se doit. Hein. Vous savez, on élevait des hôtels pour comme nous voyons aujourd'hui dans les bureaux administratifs, nous avons la photo du président de la République. Eux, dans chaque camp de soldats, hein, de légions, là, nous avions des hôtels ils étaient vénérés comme des dieux.
Et à son retour à Rome, il fut acclamé par le peuple. Claude fut à ce moment-ci un grand empereur et il fit ses preuves aussi. C'était une personne qui ne manquait pas de donner aux pauvres le pain aux pauvres et surtout il construisit, comme chaque empereur laissera une trace, une marque de son passage. Lui, ce sera un aqueduc gigantesque, un aqueduc d'une centaine de kilomètres. Et voici le parcours de Claude jusqu'à ce que vienne après lui Néron. Néron, ce sera le fils de Agrippine. Agrippine qui aura tout fait après Messalia, qui aura été la femme de Claude. Agrippine, ce sera la femme par intérêt. Ce sera la femme qui fera même en sorte de pouvoir empoisonner son mari Claude. Et elle épousera que par intérêt, bien sûr. Elle, c'est encore là le vice et l'intrigue. Comme c'était le cas souvent dans le royaume et autres palais, Agrippine la jeune, c'était vraiment la sorcière par excellence, qui n'hésitait pas à faire exécuter ses rivales et qui, avant même d'être impératrice, elle a consulté les mages araméens pour savoir ce qui lui réservera l'avenir. Alors on lui dit que son fils Néron euh, accédera au trône. Seulement, ce même fils-là atteindra sa vie parce que attendra à la vie de sa mère car il la tuera. Et elle a dit qui me tue tant pis tant qu'il règne. Voilà le raisonnement de cette folle femme. Et c'est ainsi que son fils Néron, qui est connu aussi pour les exactions envers les chrétiens, il brûlera Rome aussi en ayant commencé par l'hippodrome qui était fait de bois. Vous savez, les tribunes, enfin tout était de bois et ça a pris feu, ainsi Rome a brûlé. Il voulait à travers ceci fonder que l'on puisse remettre en place un nouveau système. Mais il fut reconnu comme étant l'investigateur de ce feu immense. Donc Néron fera en sorte de tuer sa mère, il y parviendra dans un premier temps non, parce que lorsqu'il invitera une festivité un soir, fallait qu'elle monte une barque ainsi qu'un garde, et puis qu'elle traverse un rivage, mais le problème c'est que comme c'était vu, cette barque était ébréchée, elle a su nager jusqu'au rivage, et elle fut tuée quand même chez elle, lardée de coups de couteau par les gardes envoyés par son fils Néron. À la suite de Néron, nous allons avoir aussi, nous allons avoir donc nous avons vu Caligula, nous allons avoir différents autres empereurs tels que Othon et Vitellius, et ça ce n'est que la dynastie julio-claudienne, donc la dynastie de Jules César. À la suite, nous aurons d'autres dynasties telles que les Flaviens. Là, il y aura des personnes telles que Trajan, Adrien, Carcalla, encore un nom ignoble. Carcalla, lui, son père Adrien souhaitait que ses deux fils règnent ensemble, mais à la mort de son père, il n'a pas hésité à tuer son frère devant sa mère. Et même, pour vous dire, faire disparaître le visage de son frère lors des portraits, vous aviez des sculptures et d'autres bas-reliefs et d'autres tableaux où l'on voyait le père, la mère, Carcalla ainsi que son frère. Il faisait cribouiller le visage de son frère. Et en parlant de Néron, il a sa femme, une de ses femmes, Pompéa, elle se faisait traire tous les jours 700 vaches. 700 vaches qui venaient de mettre bas. Elle récupérait ce lait-là, on lui récupérait ce lait pour qu'elle puisse prendre des bains de lait. Ainsi, elle garderait une jeunesse éternelle. Voilà ce qu'étaient les folies des grandeurs de ces empereurs ainsi qu'impératrices. Par la suite, nous avons vu que l'Empire va se diviser en deux. Il y aura l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Ça ce sera au temps donc, de Théodore Ier. Il aura Théodose Ier, il aura ses deux fils, donc il y aura Arcadius et Honorius. Et Honorius, lui, se chargera de la partie occidentale et Arcadius, lui, se chargera de la partie orientale. Et c'est ainsi que l'Empire d'Orient, lui, perdurera jusqu'en 1453. Et de là, les provinces telles que l'Exarchat, c'est-à-dire l'Algérie actuelle, la Libye, l'Égypte ainsi que la Tunisie, ce seront les greniers, on va dire, de l'Empire, car il y avait là du blé, énormément de produits de terre qui servaient aux besoins afin d'assouvir donc ce gouvernement impérial. Voilà.